Et nous sommes en direct avec Xavier Bertrand. Bonsoir, vous êtes le président de la région Hauts-de-France. Vous avez été ministre de la Santé sous Jacques Chirac de 2005 à 2007. Vous avez géré notamment l'épidémie de chikungunya à La Réunion, l'arrivée de la grippe aviaire en Europe. Vous avez rejoint Nicolas Sarkozy en 2007 pour être le porte-parole de la campagne pour la présidentielle. D'abord, merci Xavier Bertrand d'accepter notre invitation sur i24 News. De nombreuses régions ont été impactées par le coronavirus. Dans le Hauts-de-France, l'Oise a été le premier foyer français. Quelle est la situation à l'heure actuelle dans votre région ? Alors, tout d'abord, il y a de grandes différences entre les régions en France et il y a même de grandes différences à l'intérieur d'une même région. Vous venez de le rappeler très bien à l'instant. C'est le département de l'Oise où il y a eu à l'origine le premier cluster en France. Et donc, les établissements hospitaliers de l'Oise, le centre hospitalier universitaire d'Amiens sur la partie sud de la région, pour téléspectateurs qui ne connaîtraient pas bien les Hauts-de-France, c'est cette partie-là où il y a eu le plus de tensions. Nous avons bien évidemment sur la métropole de Lille, métropole très importante en nombre de population, beaucoup de tensions, mais il y a un travail énorme qui a été fait par les hôpitaux publics comme par les hôpitaux privés pour mettre en place un maximum de lits de réanimation. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que le pic épidémique est derrière nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre système hospitalier a pris les mesures qui s'imposaient. Ça ne veut pas dire qu'on peut regarder l'avenir vraiment sereinement, parce qu'on a encore notamment la situation dans les EHPAD, dans nos maisons de retraite, où là on a absolument besoin d'apporter des renforts, notamment au personnel des EHPAD, parce qu'un EHPAD n'est pas un hôpital, de façon à pouvoir protéger, donner les moyens de protection à ceux qui s'occupent des personnes âgées et de pouvoir tester le personnel, de pouvoir tester les soignants et de pouvoir tester les renforts que nous y amènerions. Donc, il faut bien comprendre que l'objectif premier, aujourd'hui, c'est de sauver des vies. C'est vrai, c'est certainement l'ancien ministre de la Santé qui parle, c'est de sauver des vies en premier. Et le rôle des régions, parce qu'on est plus en seconde ligne derrière l'État, c'est de prêter main forte à l'État, c'est de prêter main forte au maximum à nos soignants. Alors justement, nous sommes en ligne avec Emmanuel de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Emmanuel, quelle est votre question ? Xavier Bertrand va vous répondre. Bonsoir tout le monde. Moi, mon problème, c'est que vous nous parlez de masques. Nous savons tous que nos soignants manquent de masques. Nous savons tous que nous manquons de masques, personnellement. Alors que c'est, si je ne me trompe pas, en 2011, la France a stoppé l'approvisionnement des masques au moment où vous étiez vous-même déjà ministre de la Santé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Xavier Bertrand. Non, madame. Je suis désolé de préciser les choses. Il s'agit tout simplement de bien comprendre que quand je quitte mes fonctions de ministre de la Santé en 2012, il y a 1,4 milliard de masques. 1,4 milliard de masques. 600 millions de masques FFP2, qui sont principalement pour les soignants, et il y a 800 000 masques chirurgicaux. Et pourquoi il y a cette différence entre les masques FFP2 et les masques chirurgicaux ? C'est parce que nous décidons en 2011 de préciser les conditions d'utilisation des masques. C'est-à-dire qu'il est dit en 2011, et il est juste dit cela, que les masques FFP2, c'est plutôt pour les professionnels de santé, et que les autres masques, les masques chirurgicaux, sont pour les autres personnels. Et quels autres personnels ? Ce qu'à l'époque, j'avais été accusé les années précédentes d'en avoir trop fait, ou d'avoir prévu trop de masques, c'est parce que nous avions prévu des masques pour les caissières, pour les routiers, pour les éboueurs, pour les professionnels notamment qui seraient amenés à continuer à travailler, notamment l'industrie agroalimentaire, parce qu'on a besoin de continuer à s'alimenter, pour les agriculteurs et aussi pour les forces de secours et l'industrie. Voilà ce qui est dit très clairement dans le rapport de 2011. Parce que madame, c'est moi qui étais chargé par Jacques Chirac de mettre en place tout le plan pandémique. À l'époque, nous pensions avoir à nous préparer face à la grippe H5N1, pas H1N1 que nous avons connu, H5N1, qui avait un taux de létalité très très important. Vous pensez sincèrement que j'allais faire le contraire quelques années plus tard de ce que j'avais bâti sous l'autorité du président Chirac ? La vérité, c'est que c'est en 2013, et ça n'est pas le ministère de la Santé d'ailleurs qui est à l'origine de cette décision, en 2013, le secrétariat général de la Défense nationale en France décide d'une autre stratégie qui consiste à dire que chacun sera responsable, chaque employeur devra prévoir des masques pour ses ressortissants. L'État continuant à avoir des stocks pour
clairement les hospitaliers. Voilà, c'est à partir de ce moment-là. Et je vais aussi vous dire autre chose, madame. Je ne sais pas si cette dame nous écoute toujours. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Emmanuel, c'est ça? Oui. D'accord. Emmanuel, pour tout vous expliquer, à l'époque, quand je suis chargé de mettre en place ce plan pandémique, notamment en France, on avait un plan qui existait déjà sur le papier, qui avait été préparé par les experts. Et à l'époque, François Bricaire et Jean-Philippe de Rennes, deux grands spécialistes, publient un article dans le journal du dimanche où clairement ils posent des questions et qui me laissent penser que le plan, je venais juste de prendre mes fonctions, qu'on m'avait présenté comme génial, il y avait beaucoup de manques, beaucoup de trous dans la raquette. Je les invite au ministère et on me déconseille de les voir. On me dit « Oh là, faut pas les voir, ce sont des grandes si vous voyez ce que je veux dire, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, ils vont nous dire que ça va pas ». Je les rencontre et pour commencer, Jean-Philippe de Rennes me pose 17 questions. Pas une ou pas ou deux, 17 questions et je m'aperçois très clairement qu'on n'y est pas du tout. Et je me déplacerai notamment en Asie, en Chine, au Vietnam, là où il y a justement les premiers cas de grippe aviaire H5N1 pour voir comment ils sont préparés. Et le ministre de la Santé chinois, à l'époque, me dit une chose très claire. Il me dit, nous avons des usines de masques, vous êtes prêts à nous commander des masques, mais soyez bien conscients d'une chose, c'est que si demain nous avons une pandémie en même temps que vous, les usines de masques en Chine serviront à protéger les Chinois d'abord. Et ne me le reprochez pas, vous feriez exactement la même chose. Et quand je reviens, en France, je dis au président Chirac et à Dominique de Villepin qu'on a plutôt intérêt à développer une production de masques en France pour ne pas avoir à dépendre notamment des Chinois. Éviter justement la mondialisation pour les masques, absolument. Alors une autre question... Pardonnez-moi, sauf qu'en 2006, on n'a pas parlé de souveraineté, on l'a fait. Et nous avons décidé à l'époque, il y a plusieurs usines de masques qui se sont soit agrandies, soit créées, tout simplement parce qu'on leur garantissait des commandes d'État. Et pour répondre à Emmanuel, il faut savoir qu'en 2006, la France achetait et produisait un tiers de la production annuelle de masques. Oui, d'ailleurs, Jacques Chirac ne vous a jamais limité sur l'achat des masques lorsque vous étiez au gouvernement. Nous avions une autre question de Gabriel. Vous savez pourquoi? C'est parce que pour Jacques Chirac, je m'appelle les questions de santé... Je vous écoute. Allez-y, monsieur Bertrand, allez-y. Pour Jacques Chirac, les questions de santé, ce n'était pas négociable. Rappelez-vous, le plan cancer, c'est lui. Le plan sur la sécurité routière, c'était pour sauver des vies. Et je n'ai jamais eu à négocier, notamment avec les services du budget, parce que Jacques Chirac m'avait dit « tu fais ce qu'il faut ». Et sur tous ces sujets-là, il a vraiment voulu qu'on se donne les moyens d'être au niveau de bonne protection. Et en essayant aussi de faire une chose, de prévoir le scénario du pire. Parce que le boulot des politiques, c'est de prévoir le scénario du pire. Alors, Roselyne Bachelot et moi, on a entendu qu'on en avait trop fait, qu'au final, tout ce qu'on avait prévu était peut-être excessif. Mais le job des politiques, c'est de prévoir le scénario du pire. Alors, une autre question de Gabriel. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'habite à Haïfa. J'avais une question à vous poser. Est-ce que le président Emmanuel Macron a eu raison d'utiliser le mot guerre pour parler de la lutte contre le coronavirus? Merci. C'est pas un mot qui me gêne. Je pense qu'on est clairement sur une ligne de front par rapport à ce virus. Et je pense que ça permettait de montrer qu'il fallait que l'on mobilise tous les moyens. Mais vous savez, c'est pareil chez vous. Il y a une première ligne de front, ce sont nos soignants. Nos soignants qui risquent d'être contaminés. Certains, notamment en France, sont décédés. Notamment, le premier médecin décédé est un médecin qui avait exercé dans l'Oise, service d'urgence. C'est quelqu'un qui aurait pu prendre sa retraite et qui avait cumulé emploi et retraite pour continuer à prêter main forte à ses collègues depuis des mois et des mois. C'est le premier qui est tombé à cause du virus. Toute cette première ligne, ce sont les soignants. Il y a une deuxième ligne également. C'est la deuxième ligne de ceux qui sortent de chez eux pour travailler et faire en sorte que la vie, même très différente, continue à tourner, que la France continue à tourner. Et il y a aussi une troisième ligne, que ce soit en télétravail ou ceux qui restent confinés. Télétravailler, c'est utile, et puis c'est pas si facile que ça. Je pense que beaucoup qui nous écoutent savent de quoi je parle. En plus, on n'est pas tous égaux devant le confinement. En France, avoir une maison à la campagne ou être dans un appartement à plusieurs, c'est pas les mêmes conditions de confinement. Et en plus, télétravailler, c'est utile, mais télétravailler avec les enfants à la maison, c'est pas simple. Et chaque maison, chaque appartement, c'est un peu comme une cocotte minute. Et vous savez qu'une cocotte minute, il faut savoir relâcher la vapeur. Il faut absolument qu'on prenne soin de ceux qui sont chez eux, parce qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de parler, mais il n'y a plus la machine à café,
il n'y a plus le café où on retrouve ses amis. Et c'est pour ça qu'on met en place des numéros d'appel avec une assistance, un soutien psychologique, tout simplement pour ceux qui ont besoin de parler. Le confinement est une épreuve collective et individuelle, vraiment. Alors, une question maintenant de Flora. Elle est médecin à Paris. Bonjour, je suis Flora Fischer de Paris. Avant tout, je voulais à nouveau conseiller à tous ceux qui vous regardent de bien suivre le confinement de manière très stricte, parce que j'ai moi-même été touchée par ce virus et que je peux témoigner à quel point il est agressif et provoquer une symptomatologie très riche en touchant plusieurs organes et parfois être très sévère. D'un point de vue purement politique, je trouve qu'on n'a pas manqué de communication. Par contre, c'est plutôt la communication de manque qui nous a fait défaut. Et ma question s'adresse à Xavier Bertrand. Pourquoi, dans la gestion politique de cette épidémie, n'a-t-on pas choisi le chemin de la vérité? Merci. Monsieur Bertrand. Si c'est pour que j'apporte un commentaire sur la façon dont les choses se passent en France, je suis désolé, je ne répondrai pas. Parce que je me suis astreint à un principe zéro polémique. Zéro polémique. J'ai eu à gérer, vous l'avez rappelé, la préparation de la grippe aviaire H5N1, le chikungunya et également une crise sanitaire importante en 2006 avec aussi la canicule. Si vous n'avez pas à répondre à des polémiques, ça vous permet, quand vous êtes un responsable politique, de vous concentrer à 1000% sur votre tâche et donc de sauver des vies. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que ceux qui décident ont des informations que personne d'autre n'a. Après coup, chacun dira qu'il aurait fallu agir autrement, mais à un moment donné, il faut être très clair, vous avez des éléments en votre possession que les autres acteurs, même un président de région, même un ancien ministre, n'a pas. Ce que je crois dans toutes ces questions-là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer de prévoir au maximum, d'être au maximum dans l'anticipation et de rechercher, comme le disait le docteur qui parlait à l'instant, clairement de dire les choses et de dire la vérité. Parce que les gens font confiance aux décisions publiques, aux décisions politiques, s'ils ont le sentiment qu'il y a de la cohérence, de la vérité et du bon sens. Et quand on n'a pas la réponse, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, je crois, c'est vrai, vous avez raison, la façon dont les choses ont été gérées, c'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais je sais, pour avoir été dans cette situation avec des crises qui n'étaient pas de la même gravité, honnêtement, il faut éviter toute polémique. Juste un point dans ce que disait le docteur auparavant, j'ai cru comprendre que sa contamination était derrière elle. Quand elle le dit, parce que c'est un docteur, on l'écoutera certainement plus qu'un responsable public et politique. Il faut savoir qu'en l'absence de vaccins, le confinement, c'est la meilleure solution. Je sais également que dans tous les pays, qu'en Israël, il y a des mesures très, très importantes, des mesures drastiques qui viennent d'être prises par le Premier ministre. Il ne s'agit pas de faire la leçon à qui que ce soit, parce que je l'ai dit, le confinement est une épreuve. On a l'impression de subir le confinement, et c'est vrai, c'est la meilleure façon de se protéger. C'est un virus qui ne rentre pas chez vous par la fenêtre. C'est un virus qui ne frappe pas à la porte. Et donc, il ne circule que si on circule. Et si on limite ses déplacements au strict minimum et qu'on respecte le confinement, c'est un virus dont on va réussir à ralentir la course et à l'arrêter. Et donc, il faut bien comprendre que ça permet non seulement à nos hôpitaux, à nos systèmes de santé, de pouvoir prendre en charge les malades, mais ça permettra aussi d'aller vers l'extinction de ce virus. C'est très important, mais le docteur le disant avec ces mots, ça a beaucoup plus de force que ce que je viens de vous dire, j'en ai conscience. Merci, monsieur Xavier Bertrand, d'être intervenu sur notre antenne. C'est la fin